Grand 16, la retraite. Conflit entre Castellan et Clairville. Lundi 27 octobre, le jour du départ de Beaufort de Gigery, Castellan, inquiet de la situation du camp, interpelle Clairville et le prie instamment de faire travailler tous de bons en ligne, qui sont, d'après lui, fort méchantes tout le long du rivage de Picardie, du côté du régiment royal, de celui de Normandie et de Navarre. Il n'est pas temps, ajoute Castellan, de ménager la bourse du roi quand il s'agit du salut de l'armée et de l'honneur de ses armes. Les lignes sont en bon état, lui rétorque Clairville. C'est la peur des principaux officiers qui gâte tout. Je m'étonne, poursuit-il méprisant, que vous vous laissiez aller à la voie publique. Puis, pour se libérer de Castellan, il lui affirme être la seule caution auprès du roi de toute chose. Mais Castellan insiste. Les deux fortifications du Djebel el-Kord, pièces maîtresses du dispositif, ne résisteront pas au canon. Or, de toute évidence, les Turcs en attendent. Il suffit de les observer qui s'affairent sur le Djebel Ayouf au renforcement d'un parapet assez large pour que 3 hommes s'y promènent de front. Ils préparent une batterie. Il est urgent de renforcer la tour et la redoute du Djebel el-Korn. On pourrait, suggère Castellan, lever une butte devant les murs et à l'intérieur bâtir une chemise de pierre. Clairville hausse les épaules. Ces travaux sont trop longs à réaliser, trop chers et inutiles, les Turcs n'ayant pour canon que de méchantes pièces, lesquelles ne feront que blanchir. Il abrège l'entretien et tourne les talons. Mardi 28 octobre, Castellan, renonçant à convaincre Clairville, presse Gadane de réunir un conseil de guerre particulier pour y traiter du renforcement des lignes. On se réunit. Clairville reste sur ses positions. Il faut ménager la bourse du roi et l'employer à des choses plus utiles. C'est son affaire, insiste-t-il, car c'est lui, et à lui seul, que le roi a confié le soin des fortifications. Face à cette attitude intransigeante de l'ingénieur, plusieurs officiers proposent de faire travailler les soldats pour rien. Castellan offre même de faire exécuter ses travaux à ses propres dépens. Clairville rejette ces propositions. Faire renforcer les lignes serait, estime-t-il, inspirer de la peur aux soldats qui croiront être trop exposés dans leur retranchement. Désespérant de l'opiniâtreté de Clairville, Gadane se tourne vers Lestoncourt, le lieutenant général de l'artillerie, et lui ordonne d'établir une contre-batterie de 4 canons sur le Djebel el-Korn entre la tour et la redoute. Les travaux débutent aussitôt sous les ordres du général de la Guillotière. Ils se poursuivent dans la soirée et une partie de la nuit. Mais la Guillotière, adversaire déclaré de Gadane et un des rares officiers à soutenir le point de vue de Clairville, ne met pas dans sa tâche la diligence désirée. À 2 heures du matin, prétextant la fatigue des soldats et leur nombre insuffisant pour traîner le dernier canon, il suspend les travaux sans même en avertir Gadane. Le premier bombardement turc. Mercredi 29 octobre, à la pointe du jour, 3 détonations sortent le camp français de sa torpeur. Les 3 boulets de la première salve s'écrasent sur la tour. 3 soldats sont tués, une moitié du parapet est à terre. On constate que 2 des boulets proviennent de canons de 48, le 3e d'une pièce de 36. Le gros canon tant redouté est là. En 3 heures, 30 salves se succèdent. Depuis l'extrémité nord du Djebel Ayouf, le tir tendu des canons turcs est particulièrement précis. La tour n'est plus que ruine. 10 nouveaux soldats français sont tués. Plusieurs autres sont blessés. Les survivants se replient. Les projectiles suivants tombent sur la contre-batterie française. Mal desservie, elle ne tire que 2 ou 3 salves et ses boulets de faible calibre n'incommodent guère l'ennemi. 2 des canons français sont détruits, leurs serveurs sont tués. Les Turcs allongent le tir et s'en prennent maintenant à la redoute. Gadane tente de faire installer une autre contre-batterie, plus au nord, mais le feu ennemi est trop meurtrier. En 2 heures, 20 soldats de Normandie sont tués.
les murs de la redoute mis à bas. La consternation dans le camp français. Le camp français ne cède pas à la panique, mais le désarroi y est réel. On s'attendait à un assaut ou à un bombardement turc, mais la vaillante résistance que les Français avaient opposée aux précédentes attaques et les propos trompeurs de Clerville avaient plutôt rassuré. La lassitude avait engourdi la vigilance. Devant l'ampleur des dégâts, l'armée entière est frappée de stupeur. Le sentiment amer d'avoir été abandonné par Beaufort s'amplifie. Les langues se délient. On évoque pêle-mêle les conditions de vie insupportables des derniers mois, le climat, les maladies, le manque de tout. Sans les connaître, ni même chercher à les identifier, on en veut à tous ceux qui ont si mal organisé cette expédition en pays barbare. Le soldat blâme les généraux d'avoir négligé la protection du camp. Il leur reproche des pertes humaines inutiles. Quelques-uns plus ouvertement et peut-être avec plus de raison, rapporte Pélisson, regrettant qu'on ait pris d'abord des mesures toutes contraires et que, sans s'attarder à garder la ville, dont on était toujours maître, tant qu'on l'était de la mer, on eût occupé. Toutes ces hauteurs opposées, d'où il était bien visible qu'on nous foudroierait quelques jours. Tous ensemble, mal satisfaits du présent et du passé, on peine à bien espérer de l'avenir et n'imagine aucun salut qu'en la retraite. Le plus abattu est, sans conteste, le chevalier de Clerville. Quelques heures plus tôt, il garantissait encore l'excellence des défenses du camp. Aussi dédaigneux de l'ennemi que méprisant pour ses compatriotes, qu'il accusait de couardise, il déclarait alors, avec sa morgue habituelle, qu'il ne voulait que des blanchisseurs de l'armée pour garder les redoutes du Djebel el-Korn. À présent, le voilà atterré. Quelques salves ont suffi pour que la horde méprisable des Turcs se mue pour lui en une armée redoutable. Clerville constate, mais un peu tard, qu'on avait eu tort d'avoir plutôt cru les devins que les capitaines. Gadagne est un des rares à garder la tête froide. La défense du camp est toujours possible, sous réserve toutefois de ne pas perdre le Djebel el-Korn dont dépend la protection de l'ensemble des lignes. N'ignorant pas, mais dissimulant les murmures de l'armée, il fait marcher vers la tour ruinée 3 bataillons pour y passer la nuit dans l'attente presque certaine d'un grand combat pour le lendemain. Et lui-même, pour montrer aux siens à ne rien craindre, se tient sans cesse aux postes les plus dangereux. Pour mettre ses troupes à l'abri des canons turcs derrière le Djebel el-Korn, il décide de resserrer le camp sur une seule ligne droite depuis la montagne de la Tour jusqu'à la mer au sud de la montagne sèche. Le combat de la fontaine de Navarre. Depuis les hauteurs, on aperçoit 200 à 300 ouvriers turcs et berbères qui, pendant la nuit, se sont glissés dans le vallon au voisinage de la fontaine de Navarre. L'ennemi, prévenant des desseins de Gadagne, est en train d'installer une nouvelle batterie pour prendre les Français à revers et les empêcher de se fortifier à l'abri du Djebel el-Korn. Les Turcs disposent donc d'autres pièces d'artillerie. Il est de toute urgence pour les Français d'interrompre les travaux de l'ennemi avant que d'être pris sous un feu croisé. Gadagne décide de passer immédiatement à l'attaque. Il espère en outre qu'un combat victorieux rassurera ses troupes. La cavalerie française va intervenir pour la première fois. Gadagne donne à de Brujac, capitaine au régiment de Conti, l'ordre d'aller avec 40 cavaliers prendre l'ennemi par derrière, pendant que, venant du nord, le lieutenant Le Fréteuil, avec une centaine d'hommes de la Picardie et du Royal, les attaquera de front. À l'entrée de la nuit, rapporte Gadagne, Brujac chargea vigoureusement les Turcs et les mit en désordre. Il en tua quelques-uns, les autres se sauvèrent vers la mer. Mais Le Fréteuil, après avoir reçu 3 ordres exprès de marcher, fit sa décharge de loin et se retira dans les lignes. Les ennemis, revenus de la première épouvante, s'aperçurent qu'ils n'avaient que peu de gens après eux. Ils reprirent cœur et se rallièrent.
Sans marchander, raconte le document Clérambault, ils furent affronter nos cavaliers, prenant leurs chevaux par la bride pour les empêcher de s'en servir. Et l'on vit alors une espèce de combat qui n'avait point encore été vu parmi nos troupes, où les fantassins se défendent, mais n'attaquent jamais les cavaliers à coups de main. Les Français, totalement décontenancés par cet étrange comportement et débordés par le nombre, sont contraints de rompre le combat. Ils ont perdu un cornette, un maréchal des logis et 3 cavaliers. Monsieur de Lionne, neveu du ministre des Affaires étrangères, a son cheval tué sous lui. Il se relève et bien qu'atteint de 2 coups de mousquet, il réussit à regagner les lignes. Tous les chevaux ont la croupe marquée de profondes blessures infligées par les fantassins turcs à coups d'extramaçons. Voilà, sire, dira Gadagne au roi, en parlant de Lefréteuil, comme la faiblesse d'un particulier qui était du nombre de factieux nous fit manquer une des plus belles occasions qui se soit offerte pendant la campagne. Le calme revient, mais la nuit, les soldats français en alerte sur le Djebel el-Korn, près de la tour en ruine, observent avec inquiétude les feux que les Berbères allument sur les collines environnantes pour appeler les douars éloignés à l'ultime attaque contre le camp chrétien. La retraite est décidée. Jeudi 30 octobre, dès les premières lueurs du jour, les bombardements turcs reprennent. Gadagne comptait la veille sur le succès des cavaliers de Brujac pour redonner de l'allant à ses hommes, mais l'échec du coup de main n'a fait que confirmer les pessimistes dans leur désir de retraite. Clairville et la Guillotière en sont les chefs de file. La crédibilité du premier a certes beaucoup perdu depuis la chute du premier boulet turc, mais le chevalier se répand en propos alarmistes et son désarroi a quelque chose de contagieux. Plus conséquente est l'attitude de la Guillotière. Ce général compétent, dont personne ne conteste l'autorité, cet homme courageux affirme en effet à haute voix qu'il n'y a plus d'autre parti que de rembarquer les troupes. Il devient le porte-parole des défaitistes. Les historiens se sont posé la question de savoir si, ce 30 octobre, la résistance des Français à Gigery était encore possible. Pélisson le pense. L'armée ne se trouvant en effet dans aucune nécessité pressante qui l'obligeait à partir, je ne doute presque pas, affirme-t-il, qu'en une autre disposition des esprits, et sous un général non pas plus habile ni plus ferme, mais avec plus d'autorité, il n'eût été possible non seulement de défendre contre les infidèles la montagne de notre camp resserré, mais même de remporter sur eux, en les attaquant à toutes extrémités, quelques mémorables avantages, nonobstant l'inégalité du nombre, et en toute cette guerre n'avait jamais empêché qu'ils eussent reculé devant nous. Il semble difficile de partager cet avis qui va à l'encontre de celui de tous les chefs de l'expédition, y compris de celui de Gadagne. Le général a affirmé à plusieurs reprises que le 30 octobre, le poste ne pouvait être conservé. S'il a voulu continuer à se battre, c'est, d'après Castellan, parce qu'il était alors dans le sentiment de périr et de suivre plutôt le parti du désespoir que de la retraite. Si Pélisson prétend que Gigery pouvait être gardé, ce que pour lui, historiographe du roi, ne pas imputer la responsabilité de l'échec de l'expédition à ceux qui, sur place, ont décidé de la retraite, serait reconnaître les fautes du souverain, de ses ministres et de Beaufort. Pélisson explique que si la Guillotière, dont il souligne pourtant la valeur, déclarait lui aussi que Gigery ne pouvait être gardé, c'était uniquement en raison de l'animosité qu'il portait à Gadagne. La Guillotière, écrit-il, dès le premier jour de l'expédition, mécontent de son emploi, avait regardé les choses d'un œil chagrin. Le dessin, les préparatifs, le poste, tout enfin, hors ce qui pouvait reculer et détruire son rival. Alors, mal réconcilié avec lui, ou peut-être, plus mortifié encore, de voir un plus grand commandement en ses mains, il n'était guère en état de changer d'avis, ni de se rien promettre d'une affaire tous les jours plus douteuse. Il s'appuya sur son autorité pour établir dans les esprits la crainte et le désespoir sous le nom de prudence. Gadagne,
pour une raison honorable qui apparaîtra plus loin, témoignera toujours d'une grande réserve dans ses accusations contre la guillotière. Pour lui, le principal artisan de la démoralisation des troupes est avant tout Clerville. Il s'occupa fortement, racontera-t-il dans son mémoire, de montrer aux soldats le péril aussi grand qu'il le concevait. Il leur persuada que je faisais vanité de les faire égorger. Il leur dit qu'il n'était pas juste que les meilleures troupes du monde fussent sacrifiées à mon ambition. C'est pourtant la guillotière qui le premier va faire les démarches pour réclamer la retraite. Il se rend dans la tente de Castellan, qu'il trouve en train d'écrire au roi pour lui rendre compte de l'état des choses. La guillotière lui fit remarquer que, dans l'extrémité où se trouve le camp, sa lettre est inutile. Sans défense et sans aucune ressource, il est temps de prendre le parti de la retraite. Castellan ne lui dissimule pas la répugnance qu'il éprouverait à accepter une telle proposition. La guillotière le prie instamment d'aller demander à Gadagne, de sa part et de toute l'armée, de réunir un conseil de guerre. Devant la réticence manifestée par Castellan, la guillotière menace de le rendre caution de la perte de toutes les troupes s'il n'accepte pas de faire cette démarche. Castellan s'exécute, mais Gadagne refuse catégoriquement de tenir ce conseil, qu'il juge hors de propos. Il se déclare plutôt résolu de mourir que de se retirer. La fin de non-recevoir du général en chef provoque une forte émotion dans le camp. On relance Castellan qui se refuse à toute nouvelle intervention. Alors, la guillotière, poussée par Clerville et plusieurs autres officiers, se décide à aller lui-même affronter Gadagne. Il le trouve se promenant seul le long des lignes. Il essaie de le convaincre. La retraite est désormais inévitable, puisque les ordres du roi transmis par Castellan interdisent, prétend-il, toute attaque du camp ennemi, la seule option qui, d'après lui, désormais aurait une chance de réussir. Il faut pourtant de ceux qui, le 25 octobre, rejetaient la proposition de Beaufort d'aller à l'ennemi. La guillotière fait valoir qu'il sera bientôt trop tard pour décider de la retraite. Gadagne, raconte Pélisson, sans augmenter le péril ni le diminuer, répond en peu de mots que le roi croit les troupes en sûreté, que si cela est autrement, il faut en accuser ceux qui lui ont mal représenté l'état de ce poste, que pour lui, ne l'ayant reçu qu'avec ordre de le garder, il ne veut ni peut délibérer d'autre chose que des moyens de s'y maintenir. Sur cette fin de non-recevoir, Gadagne interrompt l'entretien et poursuit son inspection des lignes. Les esprits sont trop échauffés pour qu'on en reste là. C'est Clerville, cette fois-ci, qui va trouver Gadagne. Celui-ci, tout en restant inébranlable, ne se sent pourtant plus le droit de différer la réunion d'un conseil. La guillotière, Clerville, l'amiral de Martel, l'intendant Charuel, l'Estoncourt, les colonels, lieutenants-colonels et même les capitaines au grade y participent. L'atmosphère est lourde. En ouvrant la réunion, Gadagne s'inquiète du sujet qu'on souhaite y traiter, précisant qu'il ne croit pas que ce conseil doive servir à autre chose qu'à concerter tous les moyens imaginables pour s'affermir dans la résolution où chacun doit être d'exécuter ponctuellement les ordres du roi. Qu'il croit être de se fortifier dans le poste, qu'il faut défendre jusqu'au dernier soupir. Un participant prie Castellan de donner, en tant qu'envoyé du roi, son sentiment sur la conjoncture présente. Celui-ci se refuse à porter un quelconque jugement sur la situation. Mais il rend compte que le souverain, avant son départ, lui a particulièrement commandé de dire que sa volonté était qu'on travaillât incessamment aux lignes, qu'on les rendît si bonnes qu'on pût bâtir une citadelle. La guillotière, prenant la parole, développe longuement les raisons qui l'amènent à penser la retraite obligatoire et demande aux autres officiers de faire connaître leurs avis. D'après la tradition, c'est au plus jeune des colonels à s'exprimer le premier. Les regards se tournent vers le Bret, le colonel du régiment des vaisseaux, un protégé du roi. Le Bret se tait. Personne n'ose rompre le silence. Gadagne se lève et quitte la réunion.
La guillotière le suit et le convainc de revenir. Le conseil reprend. Les officiers s'appesantissent sur la détérioration du moral des troupes, qui sont, affirme-t-il, au désespoir. Pour eux, les ordres du roi de conserver les hommes priment celui de conserver le poste, qu'il n'y a maintenant plus aucune chance de garder. La guillotière et Clerville s'engagent à présenter plus tard au roi les raisons qui les ont obligés l'un et l'autre, dans l'état présent des affaires, de presser le rembarquement de l'armée et d'abandonner Gigri. Gadagne ne se rend pas. Il ne désespère pas de mener encore les troupes au combat. Il tente de lever le conseil, déclarant qu'il le convoquera à nouveau lorsqu'il l'estimera nécessaire. On ne l'écoute plus. Les participants unanimes expriment leur inquiétude. L'amiral de Martel, l'officier le plus gradé après Gadagne, qui s'était tué jusqu'alors, se lève et déclare solennellement que le combat n'est plus de saison, qu'il ne faut plus songer qu'à la retraite et qu'il en donnera toutes les facilités. L'opinion de l'amiral emporte la décision du conseil. Castellan lui-même déclare qu'il ne peut résister au sentiment général de tant de braves gens, qu'il souhaite bien que l'on fasse quelque action de vigueur avant la retraite, mais qu'il suivrait, quoi qu'il arrive, les ordres du général en chef. Gadagne consent enfin à la retraite, qu'il qualifie toutefois de solution la plus horrible, mais il ne l'accepte qu'à la condition qu'on embarque les malades, les munitions et le canon. Il déclare être au désespoir de quitter le poste, mais qu'il resterait le dernier dans les lignes puisqu'on ne veut pas y demeurer. Martel lui garantit que malades et munitions seront bien embarqués, mais l'informe en revanche qu'il ne pourra évacuer les canons, car il n'a, affirme-t-il, aucun palan ni calione pour les hisser à bord de ses navires. Cette excuse surprend tous les membres du Conseil. Il est en effet inconcevable que des vaisseaux armés en guerre ne soient pas équipés de ces appareils d'un usage courant. La retraite est fixée au lendemain, vendredi 31 octobre, à l'entrée de la nuit. En levant la réunion, Gadagne prie M. de la Guillotière de tenir la main à ce qu'on a arrêté touchant les malades et les munitions. Il se retire ensuite pour aller sur la hauteur surveiller les travaux d'installation de la nouvelle contre-batterie. De Martel est très soucieux. Il manque de navires pour embarquer la totalité des troupes. Quelques heures plus tôt, il a malencontreusement fait appareiller un bâtiment de charge escorté par un vaisseau de guerre pour aller chercher des vivres et du poids en Sardaigne. Il envoie aussitôt une chaloupe à la poursuite de ces deux navires pour tenter de les faire revenir à Gigri. En fin de journée, deux voiles apparaissent simultanément, l'une à l'est, l'autre à l'ouest. On croit un instant au retour de Beaufort. Il n'en est rien. Le premier de ces navires est le César, de retour de Sardaigne, mais dont on était sans nouvelles depuis plusieurs semaines. L'autre est le Mercure, dépêché par Beaufort pour avertir Gadagne qu'il est venu du gros canon aux Turcs. Leur canon, dira le général, nous avait annoncé lui-même son arrivée dès le lendemain du départ de M. de Beaufort, et nous avions plus besoin de vaisseaux et de secours que d'envoyés et de nouvelles. De Turel, capitaine du Mercure, signale qu'en faisant route sur Bougie, l'escadre de Beaufort n'a rencontré aucun navire ennemi. Voilà la preuve irréfutable que les canons turcs avaient bien été débarqués à Gigri avant que le duc ne parte. Gadagne s'indigne que Beaufort ne soit pas servi du même vent qui vient de ramener Turel pour revenir lui-même avec les vaisseaux ou pour fortifier l'armée dans ce combat général qu'il avait tant souhaité ou au moins pour le rembarquer avec plus de sûreté et de diligence.